Le 14 novembre 2015, un train de test lancé à plus de 350 km/h déraille dans une courbe. Les images de l'accident sont impressionnantes. Le total sera de 11 morts et plus de 21 personnes grièvement blessées. Mais d'abord, commençons par quelques généralités concernant ce qui s'est passé. Il faut savoir que ce train est un train de test. En gros, nous sommes ici sur la LGV Est. Il faut savoir que un premier tronçon avait été construit entre Paris et Baudrecourt, mais c'était qu'une première partie. Et en 2015, il y a un deuxième tronçon qui a été amorcé entre Baudrecourt et Vendenheim dans le but de terminer la ligne pour la relier au réseau ferré allemand. Ces tests avaient déjà été lancés quelques jours plus tôt, le 11 novembre 2015. Et c'est la vidéo qui va suivre, parce que les tests ont été tournés, vont permettre de mieux comprendre ce qui va suivre. Je vous mets la vidéo. Le croisement d'Egversheim se rapproche. Aux commandes, le conducteur ne semble pas ralentir suffisamment. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Alors, il n'y a pas d'accident bien évidemment ce jour-là, mais l'équipe s'est fait une belle frayeur. En effet, le conducteur, au lieu de maintenir son freinage, il a fait quelques à-coups qui a retardé le freinage. Ça se déroule au même endroit que l'accident qui va se dérouler 3 jours plus tard, c'est-à-dire au niveau du pont d'Egversheim contenant un virage serré et un raccordement à la classique. Le 14 novembre 2015, un TGV d'essai s'élance. Le but, faire des essais sur vitesse. Ce jour-là, en plus des techniciens et du conducteur, il y a 53 personnes à son bord. Ça peut paraître choquant, mais c'était normal à l'époque. Et les scènes de sécurité comme le TVN 430 et l'ERTMS sont désactivées. C'est normal, c'est un essai sur vitesse, il faut bien qu'on puisse rouler plus vite sans être en quelque sorte embêté par ces systèmes. Ce jour-là, le train roule à 360 km/h. Et 2 minutes avant le drame, l'ambiance est totalement détendue, mais à l'approche de la fameuse courbe qui est difficile à négocier, les choses reprennent. Mais quelque chose cloche. Le train freine, mais avec un peu de retard. Au lieu de freiner au kilomètre 400, il freine au kilomètre 401. La catastrophe est inévitable. Le train arrive au niveau de la fameuse courbe, et au lieu de le franchir à 176 km/h, il la négocie à vitesse de 265 km/h. Le train aborde donc la courbe avec 89 km/h de plus que limite de vitesse. L'accident devient inévitable et en quelques secondes, le train déraille sur un pont et vient s'écraser en contrepas. Des voitures se retrouvent dans l'eau, dont la motrice, et d'autres se retrouvent sur la terre. À ce moment-là, c'est un chaos monumental. Le plan rouge est déclenché. Plusieurs sauveteurs, pompiers et gendarmes sont mobilisés. Le bilan final fera état de 11 morts et 21 blessés graves. Mais alors, comment cet accident a-t-il pu arriver? Déjà, je pense que vous l'avez pigé, la vitesse est en cause. Mais encore plus improbable que ça, le cadre de traction qui est censé donner les ordres au conducteur des informations de freinage et de vitesse à respecter, eh bien, non seulement a été distrait par un appel venant de la voiture de labo. Donc la voiture de labo, c'est là où sont donnés les ordres de freinage et d'information. Et n'a pas vu que le conducteur a fait une petite erreur de manipulation du frein.
Mais encore pire, le 4 actions a défini le point de repère du freinage au doigt mouillé, sans faire de calcul préalable. Mais en plus, tous les systèmes de sécurité, hormis l'AVACMA, sont désactivés. Ça veut dire que la sécurité repose avant tout sur l'équipe à bord de la cabine de pilotage. C'est-à-dire qu'un moindre désaccord, quelque chose qui n'aille pas dans la cabine, une moindre distraction, fait synonyme d'accident fatal. Mais il y a encore plus dingue. Le cadre de traction, le même, avait déjà prévenu auparavant sa hiérarchie d'un petit problème au niveau des vitesses à respecter. Cependant, malheureusement, ce problème ne sera pas remonté par sa hiérarchie. Et puis, il faut savoir qu'ils sont 7 à l'intérieur. Il y en a qui sont debout et d'autres qui sont assis comme le conducteur. Alors, c'est pas non plus le sbeul à bord, mais c'est pas calme non plus. Donc, au niveau de la concentration, ça fait moyen. Et en plus, il paraissait contracté, limite comme si c'était une répétition. À ça s'ajoute également les documents de bord, feuilles de route par exemple, qui sont pas clairs. Et il y a également cette vidéo filmée 3 jours avant le drame. Donc dans l'autre sens, on peut voir déjà des problèmes. L'enquête est confiée au PEATT, le bureau d'enquête sur les accidents de transport terrestre. L'enquête prouvera tout ce que je vous ai dit auparavant. Après l'enquête, la justice. Après 9 ans, le procès s'ouvre en mars 2024. Dans le box des accusés se trouvera 3 opérateurs, SNCF, SNCF Réseau et Systra. Le Systra, c'est un organisme appartenant à SNCF. Puis, il y a 2 personnes physiques, le conducteur et le cadre de traction, qui avaient ordonné le freinage tardif. L'accusation se porte sur le fait que tout le monde était responsable, et défense sur le fait que c'était pas moi, c'est pas mon poste, etc. Et au procès, il y a également la fameuse vidéo qui prouve toute l'enquête, la fameuse vidéo qui a été tournée 3 jours avant l'accident. Les peines prononcées lors de ce procès sont de 7 et 15 mois de prison pour le conducteur et le cadre de traction qui avait ordonné le freinage tardif, et 400 000 € pour la SNCF, 150 000 € pour SNCF Réseau et 225 000 € pour Systra. Bref, des peines qui ne sont pas forcément lourdes, mais qui devraient servir d'exemple. D'exemple pour éviter que cet accident se reproduise. Pourtant, aussi incroyable que ça puisse paraître, et je vais vous le dire, c'est que cet accident est presque passé inaperçu par les médias. En effet, ce jour-là, les médias étaient plus concentrés sur les attentats de la veille, donc du 13 novembre 2015, que sur l'accident, dans cet accident. Par exemple, pour France 2, cet accident a été traité à la fin du journal. Bien sûr, cet accident aura de nombreuses conséquences. Le plus célèbre, c'est le fait de ne plus avoir d'invités lors des tests. Mais aussi, cela retardera aussi l'ouverture de la LGV. L'ouverture a donc été retardée de 3 mois. Et désormais, même pour les tests, même les tests en sur-vitesse, les systèmes de contrôle de vitesse doivent être allumés, doivent être activés. Bien évidemment, les feuilles de route doivent être plus claires et les essais sur vitesse peuvent être toujours possibles, mais doivent être encore plus encadrés. Bref, tout est mis en place pour que cet accident ne se reproduise plus jamais.